That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Et j'ai avec moi quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je le vois jamais. Grégoire Benoît Grandmaison, c'est Tsunami déjà. On se connaît depuis plus de 2 ans et demi. Directeur de publication pour la revue de Tsunami. C'est vrai que vous avez l'habitude de voir soit Nicolas ou d'autres personnes de Tsunami. Notamment pour la bande des 4, entre autres. Mais je suis très content parce que là, on va avoir une conversation, lui et moi, autour d'un cinéaste pour qui le sensibilise, qui est Sean Baker. Ah, Sean Baker, donc quand on dit Sean Baker, on pense bien évidemment à Nora, Palme d'Or. Et comme chez Microciné, on est toujours en retard et en même temps, on est un peu à l'heure parce qu'on remet les pendules à l'heure. Je sais pas pourquoi. Bien tenté, non mais j'adore, continue C'est sur ta lancée. Mauvais. Et on va garder ça au montage, cher ami. Très bien, c'est parfait. Parce que montage interdit, comme dirait Bazin, je crois. Oui. Donc, oh là là, ça va. Ouais, mais Sean Baker, dernière génération, te dirait pas ça, je pense. Voilà, et oui, surtout, oui, effectivement. On va parler de Sean Baker, d'Anora, mais aussi, et ça c'est très intéressant et important, de 4 films, ces 4 véritables premiers films qui sont sortis, je crois, une semaine avant. Une semaine avant, c'est ça. Ouais, une semaine avant, donc on est très en retard, mais bon, voilà, on met une pendule à l'heure. Et on va prendre le temps de parler, de revenir sur Anora. On va lire aussi un peu quelques extraits ou un extrait, peu importe, de la très bonne critique de Grégoire sur le film Anora qui s'intitule À la fin de Anora, et un papier qui est sur Tsunami. Je mettrai dans le descriptif de cette vidéo le lien qui renvoie à ce papier. Voilà, on va essayer de comprendre un peu tout ça, et puis je suis très content, et je le tutoie parce qu'on se connaît un peu. Et donc, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, Samir. Ça fait 15 minutes qu'on parle en off, donc le montage interdit hein, quand même. Mais bref, non, oui, ça va très bien, je suis très content. C'est vraiment un plaisir toujours de venir ici, même si je viens jamais. Mais voilà. Mais il faut savoir se faire rare. Voilà. Moi, je me souviens d'un petit message vocal peut-être que tu m'envoies sur Instagram ou écrit, mais je crois que c'est vocal. Et je crois que tu sortais de la projection d'Anora. Ouais. Et tu me dis, oh putain, la fin. Oui, la fin. Et moi, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Et puis ensuite, le film est sorti, et dont bon nombre de papiers, ça parlait beaucoup de la fin. Et d'ailleurs, le titre de ton papier, c'est À la fin de Anora. Et moi, essaie de te souvenir un petit peu du soir ou de la journée, je sais pas, peu importe, où tu sors de cette salle. La fin, c'est très bien, mais est-ce que réellement aujourd'hui, avec du recul, s'il devait y avoir un plan de ce film, c'est toujours la fin? Bah déjà, je le vois en projo-presse, donc c'est toujours bizarre les projo-presse parce que l'ambiance de la salle est quand même assez sérieuse. On ne sait pas trop si on rigole ou si on rigole pas et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même un film qui a un fond de comédie assez présent. Mais j'ai souvenir que la salle rigolait et que moi, j'étais pas si emballé que ça, notamment parce que tout le déroulé du film autour, mais j'en parle dans mon papier, mais en gros, donc toute la trame scénaristique qui se tisse autour du personnage d'Igor me laissait assez de marbre. Je sentais qu'il y avait quelque chose avec cette trame qui allait arriver à quelque chose. Et du coup, j'étais très concentré sur cette trame-là, beaucoup moins sur le reste. Je pense que j'étais moins disponible au reste. Ce qui fait qu'à la fin, quand enfin il se passe quelque chose avec ce Igor, je me demande, mince, bon, bah, où ça va? Parce que c'était ça que j'attendais depuis le début. Et je me dis, bon, bah, finalement, pas de surprise. Et puis là, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Et puis ça m'a fait quelque chose parce que bah, déjà, ça fait quelque chose quand il y a des gens qui pleurent. Et puis en plus, elle pleure bien. Donc ça fait encore plus quelque chose. Et c'est vrai que voilà, ça m'a troublé. Et
Et je sais pas si c'est ce plan qui me reste, mais en tout cas, c'est cette sensation qui m'est restée, quoi. Ou en tout cas, immédiatement après être sorti. Parce qu'après, j'ai appelé Nicolas, je lui ai dit « Ah ouais, Anora, quand même, la fin !» Puis lui, il n'était pas du tout enthousiaste. Et il me dit « Ouais, mais la fin, je trouve que c'est un peu facile. » Et donc, en fait, partant de cette espèce de, comment dire, de dissension que j'avais avec Nicolas sur est-ce que la fin est vraiment si géniale que ça ou pas, c'est de là que j'ai brodé mon papier en essayant d'expliquer qu'est-ce qui s'était joué à ce moment-là. Mais ouais, je trouve que... Non, voilà, après, des plans marquants comme ça. En plus, parce qu'en plus, je l'ai revu derrière en version française cette fois-ci. C'était un peu bizarre. Igor avec un espèce... Non, pas Igor, l'autre, Ivan, avec un espèce d'accent russe un peu étrange. Anora qui parle un russe, je sais pas, bref. Et pareil, en fait, je sais pas s'il y a vraiment de plan marquant là-dedans, si ce n'est le plan final, parce que comme en fait le film fonctionne comme une espèce de course en avant constamment, finalement, non, je trouve pas qu'il y ait de moments où on se pose pour vraiment se dire « Ah putain, mince !» Si, je me souviens, il y a un plan qui m'était resté, je crois que c'était le plan sur la maison de Anora, où elle rentre dans cette maison. Et je me souviens, à ce moment-là, je m'étais dit, mais alors, je sais que je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, à ce moment-là, je m'étais dit, est-ce que la caméra est posée sur un pied ou est-ce qu'il la tient à la main? Et je crois me souvenir qu'à ce moment-là, il y avait quelques micro-mouvements et je m'étais fait la réflexion, tiens, c'est bizarre, il l'a pas mis sur un pied. Voilà, je me souviens aussi de ce plan, mais sinon... Voilà, enfin, j'ai posé des premières graines, donc on peut avancer à partir de là, quoi. Mais carrément, parce que j'ai envie de rebondir sur le fait que quand il fait ses 4 premiers véritables films, Four Letter Words en 2000, Take Out en 2004, Prince of Broadway en 2008 et Starlet en 2012, on a pu voir ces films-là. Est-ce que, pour le coup, Sean Baker, lorsqu'il fait Anora et qu'il termine par cette séquence qui effectivement déroute, ne peut que dérouter, on s'aperçoit que quand on regarde ses 4 premiers films, les véritables premiers, mais même aussi les précédents, il n'y a pas chez lui, je pense, tu me contrediras si je me trompe, il n'y a pas chez lui la recherche du rebondissement. Il y a toujours comme ça une espèce de stabilité au niveau de sa construction scénaristique. Et je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on a toujours cette sensation que le film n'a pas besoin de s'illustrer pour être puissant. Et je ne dis pas que Anora ne l'est pas parce Oui. qu'il s'illustre à la fin, mais c'est très troublant que Baker choisit de terminer son récit de cette manière-là, qu'il le veuille ou non, qui ne peut que dérouter. Alors, je pense du coup, il y a 2 choses. Moi, je pense que la première, c'est que déjà chez Sean Baker, je pense qu'il y a vraiment un goût du scénario. C'est Oui. évident parce que tous ces films sont quand même très construits autour comment dire, presque de tragédie, si j'ose dire. C'est-à-dire que, par exemple, dans Take Out, il y a l'idée qu'il faut gagner de l'argent et à la fin, on va perdre cet argent et donc... qu'est-ce qu'on va faire quand on a perdu l'argent? En l'occurrence, on ne peut que être dévasté. Pareil pour Prince of Broadway, il y a dès les premières minutes l'élément perturbateur qui est je te donne mon gamin et tu dois t'en occuper et débrouille-toi parce que c'est le tien aussi en fait. Et donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour se débrouiller avec un gamin en plus? Enfin, il y a toujours, pas un concept, mais disons une ligne scénaristique claire qui tend à ce que les personnages aient quelque chose à surmonter et qui a souvent attrait à justement un ancrage matériel qui passe par donc l'argent souvent. Il y a beaucoup de présence de l'argent chez Baker. Et je pense qu'à ce titre-là, c'est peut-être ça que tu décris. Il y a une circulation. Stabilité. Il y a une circulation. Pardon, je t'ai interrompu 2 secondes. Est-ce qu'il y a une circulation de l'argent ou il y a juste une présence de l'argent? Parce que c'est 2 choses vraiment différentes. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, moi, je pense qu'il y a une circulation de l'argent dans la mesure où, à chaque fois que j'ai vu des films de Sean Baker, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que je sais ce que représente la somme qu'ils viennent d'acquérir.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans beaucoup de films, on gagne de l'argent, mais on ne sait pas vraiment ce que ça représente. C'est-à-dire, la personne gagne 500 €, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait avec ces 500 €. On ne sait pas vraiment si elle a d'autres sources de revenus, etc., ou des choses comme ça. Alors que j'ai l'impression que chez Sean Baker, j'ai l'impression qu'il a en tête le compte en banque de ses personnages, limite. C'est-à-dire, il sait que ces personnages ont tant d'argent et qu'ils ont besoin de tant d'argent pour subvenir à leurs besoins. Et je trouve que c'est assez présent, même ne serait-ce que dans Florida Project, où elle passe son temps à essayer de faire de l'argent en faisant des petits larcins et en revendant. Je trouve que c'est vachement crédible, quoi. Il me semble qu'on lui demande son loyer plusieurs fois. Alors, je l'ai vu il y a trop longtemps maintenant, mais j'ai souvenir qu'on lui demande une certaine somme d'argent pour son loyer. Ce qui souvent dans les films n'est pas le cas. Souvent, on va réclamer le loyer, mais on ne va pas dire combien. Et ça, chez Sean Baker, je trouve que c'est très important pour comprendre que l'argent a vraiment un ancrage matériel. Et donc, tout ça pour dire que je pense que c'est aussi ça qui donne vraiment corps à la tragédie et à la puissance du film et à la stabilité que tu décris, qui est ça s'ancre tellement dans la vraie vie qu'en fait, il n'y a plus rien à faire que de suivre ces personnages se dépatouiller avec le peu d'argent qu'ils ont. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est sur la fin. Moi, je pense qu'en plus d'être très attentif au parcours de ces personnages, notamment via l'argent, je pense qu'il est très attentif aussi à ses fins. Toutes les fins de Sean Baker sont... Moi, j'ai été marqué en tout cas par celle de Florida Project, où je me souviens à la fin, on finit par découvrir Disneyland, alors que pendant tout le film, on a passé notre temps dans un motel miteux, ce qui du coup, vraiment pareil, marque, on se dit mince, mais en fait, le rêve était à 2 pas, quoi, d'une certaine manière. Et puis, je trouve qu'il y a cette recherche chez Sean Baker de la bonne note à la fin, quoi. J'ai l'impression qu'il aime bien finir sur la petite touche qui fait que le film se referme sur lui-même sans pour autant refermer tout ce qui était en jeu. Et ça, c'est assez fort parce que c'est vrai que souvent, quand on construit un scénario, à la fin, les choses se referment. Par exemple, moi, mon exemple cardinal, c'est... comment il s'appelle le film le premier Get Out. Get Out, il y a énormément de choses qui sont disposées au début du film, dans la première partie avant qu'il arrive à la maison. Et puis au fur et à mesure du film, on va refermer tous les Take out, tous les tu veux petits dire. signes. Take out. Take out. Get Out. Non, je te donne l'exemple de Jordan Peele. Ah, tu parles Ça, de c'est Jordan mon Peele. exemple de film D'accord, pardon, qui fait excuse-moi. des scénarios qui se referment sur lui-même. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il met tout un tas de motifs dans la première partie du film, et puis dans la seconde partie, il va reprendre ces mêmes motifs, et puis il va leur donner ce qu'on appelle le sentiment d'achèvement. Je ne sais plus comment ça a un nom, le sense of closure ou un truc comme ça. Je crois que c'est un nom comme ça en anglais. Et c'est vrai que Sean Baker, lui, il dispose jamais des motifs gratuitement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on avance avec les personnages dans leur quête, mais il n'y a jamais cette espèce de truc à la fin où on referme tout ce qui a été mis en place au début. C'est toujours, il y a juste, comment dire, un personnage qui grimpe, puis qui retombe, principe de la tragédie, quoi. Ou en tout cas du fatal. Enfin, il y a beaucoup de fatalité chez Sean Baker, quoi, en mode on s'en sort jamais dans la vie, quoi. Et donc à ce titre-là, voilà, la fin. J'ai le sentiment de m'être un peu perdu, mais en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que la fin chez lui ne referme pas ne referme pas les enjeux. C'est-à-dire que les enjeux perdurent par-delà tout ce qu'on a vu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages s'en sortent sans vraiment s'en sortir. Et c'est ça qui donne la bonne note de la fin chez Sean Baker. C'est-à-dire que tous ces personnages, à la fin d'un film de Baker, on est vidé, mais on n'est pas en mode il n'y a plus rien à penser du film, quoi. Est-ce que c'est à l'image de cet exemple que tu donnes dans ton papier où tu reviens sur la figure d'Igor et tu dis, mais en fait,
ce qui se passe à la fin d'Anora, à savoir que Anora finit par céder aux avances d'Igor et ils font l'amour, elle pleure, mais en fait, si on avait bien vu le film, Igor, il a toujours été là. C'est un peu, je grossis Bah, volontairement ce que tu dis, mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça rejoint exactement ce que l'on trouve, par exemple, dans Take Out ou dans Four Letter Words. Dans Prince of Broadway ou dans Take Out, c'est qu'il y a comme ça des éléments importants qui sont dans le plan, qui ont toujours été dans le plan et qui participent à la construction de quelque chose. Et ce qui fait qu'à un moment ou un autre, peut-être vers la fin, si je te reprends, mais moi je trouve qu'il y a toujours une stabilité, on se dit, mais oui, effectivement, il y a ça. Et pour moi, ça, cette construction, cette manière de construire un scénario, le scénario, parce que tu as raison, il y a quelque chose de fascinant et de vital dans le cinéma de Sean Baker, c'est que le scénario doit être très vivant. Et comme il est vivant, il faut qu'on ait la sensation qu'il peut être modelé ou démodelé ou je ne sais quoi. Mais il y a derrière, mais autour de ça, il y a aussi la caméra et c'est ça qui est passionnant aussi. Mais je trouve que dans cet aspect-là, dans cette approche du scénario, moi, ça me rappelle un cinéaste qui, pour le coup, a une forme complètement différente. Mais alors, aux antipodes de Sean Baker, et dans la durée aussi, dans la durée du plan. Mais par contre, dans l'approche du scénario, c'est-à-dire la base de tout, moi, ça me fait penser à Cassavetes. Ça me fait penser à Cassavetes. C'est-à-dire que quand tu regardes, par exemple, un film comme Anora, moi, ça me rappelle Opening Night ou Shadows, par exemple. Non pas dans la forme, hein, j'entends bien, c'est très important ça, et pas forcément dans la durée du plan. Juste dans comment j'assois, j'assois mon scénario, comment je vais essayer de le déplier, comment je vais essayer aussi progressivement de le recentrer autour d'un personnage parce que ce personnage s'est construit par rapport aux autres. Et il y a ça, c'est quelque chose de très cassavétien, c'est-à-dire qu'on a une sensation d'improvisation qui n'est pas du tout ça. Et je retrouve, c'est pas si évident de convaincre en disant Cassavetes quand on parle, quand on pense à Sean Baker, on parle de Cassavetes. Mais moi, je retrouve ça énormément. Et même aussi dans cette musicalité du montage. Il y a quelque chose de très cassavétien. Après, ce qui fait l'essence même de Cassavetes, c'est-à-dire sa forme, sa durée. Par exemple, Four Letter Words, moi je retrouve Husbands. Alors Husbands, c'est autre chose, effectivement. Ils quittent l'Amérique pour aller en Angleterre, ils se bourrent la gueule, ils rencontrent des filles, ça dure plus de 2 heures et demie, il y a eu un enterrement. Mais tout ça, moi je retrouve ça un peu aussi dans Four Letter Words, parce que c'est quand même des personnes qui sortent de la fac, je crois, 2-3 ans après. Ils se retrouvent dans un concours de 50 ans, ils vont discuter, ils vont aussi errer, même s'ils restent plus ou moins dans une même géographie. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que quand le cycle de ces 4 premiers films a été intitulé Les Oubliés de l'Amérique. Pour moi, ce n'est pas Les Oubliés de l'Amérique, c'est Les Oubliés d'un certain cinéma américain. Oui. Et là, moi, je ne vois que Cassavetes par rapport à ça. Je ne sais pas si je me comprends, si je suis clair, parce que c'est gros quand même, Cassavetes. Mais c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Moi, je me nourris, je ne suis pas du tout arrêté sur Sean Baker et je pense que j'ai encore beaucoup à picorer à droite à gauche. Déjà, en plus, moi, je suis encore un peu en retrait sur John Cassavetes. J'avance doucement. Mais tu vois, par exemple, sur Four Letter Words, moi, un des trucs qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est de me dire, tiens, c'est marrant, j'avais jamais vu des ados américains faire des fêtes de graduation, des graduation parties, là, on a fini le lycée et en gros, on va commencer l'université, qui est quand même un thème hyper central dans le cinéma américain, que ce soit grand public ou même d'auteur. Et en fait, j'avais l'impression que c'était la première fois que je voyais pour de vrai ce que c'était une fête d'Américains qui sont dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de musique, ils s'entendent pas forcément, ils boivent, mais ils n'ont pas beaucoup d'alcool, enfin, c'est un peu étrange. Il y a une espèce de vide comme ça dans cette grande maison
que la plupart des films américains qui sont sur ce thème s'efforcent de remplir avec des gens, avec du bruit, avec de la musique. Et là, non, c'est juste des mecs qui se parlent. Et je trouve qu'à ce titre-là, le film est passionnant. Et c'est vrai que, pour le coup, Four Letter Words est intéressant parce que, en gros, là où la plupart des films de Sean Baker se concentrent sur une seule figure, Four Letter Words en suit 3 à la fois. Et je pense que c'est aussi ça qui lui donne un côté un peu hybride, qui fait moins portrait d'une personne que portrait d'une jeunesse. Surtout qu'en plus, il l'a fait quand il avait 22 ans, qu'il n'avait pas du tout de recul sur les choses. Et je pense que le fait qu'il n'ait pas beaucoup de recul, ça lui a permis de mettre vraiment les 2 pieds dans ce que ça pouvait être que d'être un jeune qui vient de sortir du lycée, quoi. Et j'ai l'impression que dans les films de Sean Baker, il y a beaucoup ça. Il y a cette idée de, comment dire, un peu naïf, c'est-à-dire, certes, il construit un scénario, mais il est quand même, avec ses personnages, de A à Z, premier degré avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il les accompagne sans, comment dire, sans plaquer sur eux une idée préconçue de ce qui pourrait être, quoi. C'est-à-dire, je suis un gars qui fait du vélo, bah, je vais suivre un gars je vais suivre un livreur à New York, je vais suivre un livreur à New York. Et je pense que c'est ça qui lui permet aussi d'échapper à ce côté scénaristico-centré, c'est que le scénario, ça a souvent été un prétexte pour lui pour juste suivre des personnages qui l'intéressent. Et je pense que c'est ça aussi qui fait peut-être la parenté avec Cassavetes, parce que je pense que Cassavetes était vraiment intéressé par suivre des gens premier degré, sans voilà, comme ça, tiens, je vais suivre ce personnage et je vais voir ce qui lui arrive. Et je pense qu'il y a aussi ça qui peut-être se joue, en plus du fait que c'est réalisateur new-yorkais, que c'est réalisateur fauché, etc., qui donne du grain à moudre. Mais ça, on pourra peut-être en parler. C'est que Cassavetes, il a été fauché un peu toute sa vie. Là, Sean Baker, il commence à être de moins en moins fauché, quoi. Et je trouve que ça commence à se sentir. Enfin, moi, j'ai l'impression que là où avant, il pouvait être traversé par ses personnages, beaucoup parce qu'il était au même niveau que ses personnages, il a atteint un stade où j'ai l'impression qu'il est plus vraiment premier degré avec ses personnages. J'ai l'impression qu'il est un cran au-dessus parce qu'il a une idée derrière la tête, je pense. J'ai l'impression qu'il veut... En fait, moi, ma thèse, c'est que quand il n'avait pas d'argent, Sean Baker, il était obligé d'être avec ses personnages parce qu'il n'avait rien d'autre à faire que d'être avec ses personnages. Et que maintenant qu'il a de l'argent, il a d'autres choses à faire que d'être avec ses personnages, notamment faire des films pour faire un grand film, pour être reconnu comme un grand réalisateur, pour faire son chef-d'œuvre. Et que c'est cette ambition-là qui, à l'époque, était contrebalancée par le manque d'argent, qui aujourd'hui, à mon avis, l'éloigne un petit peu de ses personnages. Mais voilà, c'est ma thèse. Je pense qu'il faudrait peut-être donner plus d'éléments, mais bref. Mais restons sur le dire. Tu ouvres ton texte en écrivant ça. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Anora déroute, car Anora s'effondre en larmes alors qu'elle couche avec son tortionnaire Igor dans une voiture. Plus de questions que de réponses. Pourquoi ce sanglots? Anora pleure parce qu'on l'a malmenée, humiliée. Anora pleure parce qu'elle a trouvé le véritable amour, peut-être. Anora pleure de son incapacité à exister en dehors de la validation qu'exerce sur son corps le regard masculin. Et alors l'ensemble du film pourrait s'interpréter comme la machine à l'origine de son oppression, ses larmes, pour elle-même ou bien pour d'autres. Ou simplement Anora pleure parce qu'elle est épuisée, elle n'a pas dormi de la nuit, elle n'a pas eu le temps de pleurer jusque-là. Son corps se détend et elle s'effondre en larmes comme on tombe malade après un examen. C'est parce que toutes les hypothèses se valent que la fin laisse songeur, le mystère s'épaissit et rien ne permet de plier le film, d'asséner. Sean Baker a voulu dire ça. Et tu mets dire en italique, ça c'est important. Ça veut dire quoi, dire, pour le coup? Dire, ça serait refermer l'hypothèse sur...
ça serait refermer les hypothèses sur une seule hypothèse. C'est-à-dire que ça serait mettre en scène une fin qui fait en sorte que le spectateur n'a aucun doute sur ce qu'il doit comprendre de cette fin. Et par ce qu'il doit comprendre de cette fin, c'est non pas ce qu'il doit comprendre de où on en est avec ce personnage et de où est arrivé ce personnage et dans quelle nouvelle phase de sa vie il entre, mais plutôt de où on en est dans ce que le cinéaste a à dire d'un sujet donné. En l'occurrence, un mauvais cinéaste, ce que n'est pas Sean Baker, aurait terminé le film je sais pas, en montrant que Igor viole Anora et que finalement, quand même, ces mecs, tous les mêmes. Ou le film se serait terminé sur Anora qui tombe amoureuse d'Igor et Igor qui est vraiment l'agneau qu'on pense qu'il est. Et finalement, les hommes, vraiment, ils sont pas tous comme ça. Regardez, il y en a des sympas. Et puis, franchement, c'est une belle histoire d'amour. Et là, il y a les deux en même temps. Donc, du coup, comment on fait? Je trouve que c'est ça qui fait que Sean Baker est chapeau de dire. Je pense que, certes, je pense qu'il a une idée de cinéma derrière la tête. Et je pense, quand je dis qu'il a de l'ambition, je pense qu'il a de l'ambition esthétique. Mais par contre, il n'a pas d'ambition, à mon avis, de discourir. Et je pense que c'est ça qu'il range dans la case des grands réalisateurs. Parce que je pense quand même qu'il est un grand réalisateur. C'est juste que j'ai quand même l'impression qu'il s'éloigne de possibilités esthétiques qui, à mon avis, sont plus fécondes. Mais c'est à mon sens. Plus fécond, c'est-à-dire exactement c'est-à-dire que qui va être plus... comment dire je trouve que Anora a un côté Anatomie d'une chute. C'est-à-dire que c'est deux films qui ont des côtés regardez, c'est un grand film. Regardez, voilà ce que je suis capable de faire. Un côté voilà ce que je suis capable de faire, quoi. Un peu Parasite de Bong Joon-ho. Où ils arrivent et ils disent ouais, voilà, moi je compte dans la cour des grands. Démonstratif. Ouais, oui, presque démonstratif. En tout cas, démonstratif d'un certain talent qui est le leur. Bong Joon-ho, ça serait le thriller très très bien ficelé. Je vais vite. Justine Triet, ça serait l'anatomie d'un couple, pour le dire vite. Et Sean Baker, ça serait faire le portrait d'une Amérique un peu désargentée. Je pense qu'il est très fort à ça, Sean Baker, de faire des portraits de personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Mais j'ai l'impression qu'avec Anora, il passe à un stade de faire ce portrait-là qui l'éloigne un petit peu des gens dont il entend faire le portrait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que rien que le fait que Anora soit jouée par une star en devenir, je trouve que c'est très symptomatique de cette volonté-là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il adorait travailler avec des non-professionnels. Et il aurait pu continuer à travailler avec des non-professionnels. Il y a quand même des cinéastes qui font encore ça, ou il y a même des cinéastes qui font les deux en même temps, ce que je trouve souvent très intéressant, notamment chez Bruno Dumont. Mais là, non, il s'est dit, tiens, je vais faire un film avec que du cast. Alors, du cast, pas encore tout à fait connu, reconnu, mais quand même, déjà, rien que le fait que Igor, il l'ait trouvé dans Compartiment numéro 6, qui est un autre film qui était à Cannes, il y a déjà un peu un entre-soi de casting qui commence à opérer, quoi. Et je trouve que ça, en tout cas, c'est présent dans Anora, là où avant, par exemple, typiquement The Florida Project, c'est William Dafoe. Mais il y a des acteurs qu'on n'a jamais vus et qui n'ont jamais fait d'autres films que ça, quoi. Oui, pardon. Oui, voilà, non, mais voilà. Dans Anora, il y a quelque chose aussi qui est assez... qui saute aux yeux, pour le coup. Non pas du tout que je suis pudique, c'est pas ça mais s'il y a des scènes de sexe dans le film, c'est que ça dit aussi des choses de tout ça. Et j'aimerais bien savoir, même allant encore plus loin, le rapport au corps. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans tous ces films. Et parfois, le rapport au corps est lié
logiquement, tristement logiquement, aux conditions matérielles dans lesquelles le personnage évolue. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression que pour le coup, Baker soit démonstratif quand il fait ça. Quand il filme les corps, quand il les installe, les intègre dans un plan et quand il essaye d'en dire quelque chose politiquement. Je trouve qu'il est beaucoup plus il est encore dans une forme de stabilité. Il y a quelque chose de très beau et très effrayant, c'est qu'il y a une utilisation pleine du cinéma qui à aucun moment sombre dans le démonstratif et qu'on comprend. C'est-à-dire que c'est ni démonstratif, ni pas démonstratif. C'est juste, on nous montre des trucs, mais jamais vraiment ni en retrait par rapport à ce qu'on nous montre, Exactement. ni pleinement dans l'emphase de ce qu'on nous montre. Exactement, exactement. Tu penses par exemple, parce que moi je pense par exemple, la scène où Anora danse pour Yvan quand elle est sur le tapis, c'est vrai que j'ai souvenir qu'il y a autant de plans larges sur elle en train de faire et qui montrent un peu, disons, le côté ridicule de sa posture, que de plans qui se rapprochent de son corps pour montrer comme il est beau et comme elle sait bien manier son corps. Et que le fait d'avoir ces deux régimes d'images qui sont interconnectés dans le montage permet d'équilibrer d'une certaine manière la scène, et donc on tombe ni dans le démonstratif, ni dans le sous-démonstratif. Il y a un peu de ça, oui, il y a un peu de ça. Et je me pose la question, qu'est-ce qui regarde, par exemple, la dernière phrase de ton texte, tu écris: «Anora pleure à la fin parce qu'il fallait finir le film avec juste ce qu'il faut». En fait, c'est ça. Ouais, C'est ouais. toujours juste ce qu'il faut. Il y a toujours voilà, il filme juste ce qu'il faut. Déjà, je trouve que c'est fort de trouver juste ce qu'il faut. C'est vrai que quand même, faut avouer que la bonne note, ça reste très fort à trouver, quoi. Donc là-dessus, moi, je trouve ça, je reste assez admiratif. Mais c'est vrai que dans le juste ce qu'il faut, bah, souvent, je trouve que c'est dur de trouver de la place pour des émotions. Parce que souvent, les émotions sont moins dans le juste ce qu'il faut que dans un débordement qu'on voit pas venir. Ou je trouve que peut-être il y avait, comment dire, peut-être qu'il y avait plus de surprises dans ses précédents films. Peut-être que, enfin, en fait, j'ai l'impression que tu vois presque une forme de monotonie. Tu trouves qu'il y a une monotonie à l'œuvre chez Baker, d'une certaine manière. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je pense que cette monotonie-là est à chercher encore une fois du côté du scénario. Et que je pense que cette monotonie était contrecarrée par, encore une fois, je suis désolé, hein, je boucle, mais par son manque d'argent. Moi, je suis désolé. Take-out, tu lui donnes à faire un take-out aujourd'hui, il va chercher le juste ce qu'il faut, la bonne note. Typiquement, l'histoire de Suleiman, il y a un côté take-out, mais avec la bonne note, avec c'est juste ce qu'il faut pendant tout le film. Alors que dans Take-out, comme lui, il n'a pas de fric, il est bien obligé de meubler son film. Je dis meubler avec des gros guillemets. Mais du coup, il doit beaucoup accompagner ce personnage à vélo qui doit livrer les courses. Et sur les 1h30 qu'on voit du film, il y a peut-être 40-50 minutes de lui sur son vélo, quoi. Et je pense que... Et pareil, c'est fait avec une caméra un peu branlante, c'est fait avec pas un éclairage complètement naturel, c'est fait avec une caméra sans doute qu'il a achetée au marché 3 francs 6 sous. Et le fait de mettre bout à bout tous ces éléments fait que là où il y aurait pu avoir la bonne note, il y a un espèce de dépassement de la bonne note dans cette espèce de dispositif esthétique un peu radicalement pauvre, quoi. Par exemple, Tangerine, il en parle en disant, moi, quand j'ai choisi de faire Tangerine à l'iPhone, c'était pas vraiment un choix. C'était pas... il s'est avéré, il dit qu'il s'est avéré que c'était un bon choix, que c'était ce qu'il fallait pour faire ce film et pour aller au bout de ce film. Il s'est avéré que, en fait, un iPhone au bout d'une perche en plein Los Angeles, dans des quartiers un peu craignos, en fait, c'est ce qu'il nous fallait pour filmer
s'écartiez du mieux possible. Mais c'était pas prémédité. Je pense que s'il avait eu de l'argent, Tangerine, il aurait filmé en 35 mm avec des beaux... Enfin, peut-être pas des beaux travelling, mais en tout cas avec une machinerie de cinéma. Mais ce que tu dis, est-ce qu'on pourrait en parler avec d'autres cinéastes aussi, peut-être? Utiliser ça pour d'autres cinéastes? Oui, mais en même temps, toi, tu penses à qui? Parce qu'en même temps, des cinéastes dont on a accès... Enfin, un cinéaste qui aurait fait 5 ou 6 films en étant fauché et qu'ensuite, il est reconnu et que ces 5 ou 6 films fauchés, il accepte de nous les montrer, ben moi, j'en connais pas beaucoup. Donc, ça reste un peu un ovni. D'une certaine manière, par exemple, je sais, exemple parce que Take-Out vient de là. Par exemple, il découvre le Dogme 95 à l'époque où il fait Take-Out. Je pense que le Dogme 95, Lars von Trier et compagnie ont vraiment eu un effet libérateur pour énormément de cinéastes dans les années 90 parce que c'était le début du numérique. Il y avait la DV qui commençait à arriver. Et puis, mais par contre, le cinéma, c'était le précaré du 35 mm, sauf que ça coûte 3 bras. Et il y a 3 cinéastes qui sont quand même, enfin 2 cinéastes qui sont quand même assez reconnus et qui vont à Cannes chaque année. Festen gagne je ne sais plus quel prix, qui disent, bah, en fait, on n'a pas besoin de tout ça pour faire un bon film, pour faire même un film extraordinaire ou pour même faire un film qui a des récompenses. Et je pense que ça, c'est libérateur. Et quand il voit ça, il se dit, bah, moi, je vais faire mes films aussi. Et je ne sais plus pourquoi je disais, je ne sais plus quelle était ta question. Je te disais, mais cet argent, enfin, c'est. Oui, voilà. Et donc, par exemple, pour reprendre, donc, par exemple, Lars von Trier, lui, quand il fait le Dogme 95, il est assez reconnu, je pense, à l'époque. Je crois qu'il vient de faire. Non, il est très connu. Il vient de faire Breaking the Waves, ça a quand même assez bien fonctionné. J'ai plus les chronos en tête. Mais quand il arrive avec son Dogme 95, il est déjà un peu installé. Et donc, du coup, c'est un choix. Non, Lars von Trier était vraiment installé. Voilà, donc c'est un choix de faire ça en mode, cheapos. Alors que j'ai l'impression que Sean Baker, lui, a subi toute sa vie l'esthétique cheapos de ses films et que ça y est, il est enfin au stade où il peut abandonner le côté cheap, quoi. Là où, par exemple, pareil, Sophie Le Tourneur commence avec un peu du cheap. Je vais vite, hein, parce que c'est pas cheap. Est-ce que tu pourrais traduire cheap parce qu'il y a des boomers comme moi, peut-être? Pardon. Un côté un peu désargenté. C'était pour varier les mots, parce que sinon, là, ça me parle, là, désargenté. Ça me parle. Non, mais voilà. Mais par exemple, Sophie Le Tourneur, quand elle commence sa filmo, elle est tout de suite produite. Enfin, tout de suite presque, mais il faudrait reprendre sa filmo, mais elle est quand même accompagnée, elle a quand même des budgets quand même assez conséquents. Je pense que pour le cinéma de l'époque, je sais pas, elle doit tourner autour de budget d'1 million d'euros, j'en sais rien, il faudrait vérifier. Ouais, on va vérifier. Mais bon, je dirais que ça oscille entre 500 000 et 3 millions, tous ces films jusqu'à Voyage en Italie. Et ensuite, elle décide de faire Voyage en Italie et de retourner vers un truc un peu filmé n'importe comment, avec une caméra, genre je pars en voyage. Là, Sean Baker, non, c'est pas ce trajet-là, c'est le trajet inverse. Il est reconnu par son esthétique cheapos et grâce à ça, il devient le cinéaste qu'il a rêvé d'être depuis ses 5 ans. Il en parle en interview, il dit, moi j'ai toujours rêvé d'être cinéaste et j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Donc, j'ai l'impression, c'est pour ça que je parle d'ambition, parce que moi, je pense qu'il y a ça au travail chez Sean Baker et que je pense que la monotonie que tu décris vient en partie de scénarios extrêmement bien construits qui étaient désorganisés par des tournages un peu désargentés, j'y reviens, et qui, au fur et à mesure de l'arrivée de l'argent dans les caisses, se reconstruisaient comme des vrais tournages de cinéma et que donc, en faisant des vrais tournages de cinéma, on a de plus en plus la monotonie que tu décris, ou en tout cas le juste ce qu'il faut. Parce que, comme il peut tout contrôler, eh ben, il peut chercher le juste comme il faut pendant tout le film. Voilà, moi, c'est ma thèse.
Alors, je rappelle les 4 premiers films, parce que nous, ce qu'on connaissait autrefois, c'était Tangerine en 2015. En C'est ça. 2017, c'était le Florida Project. Et en 2021, il y avait Red Rocket. Mais il y a 4 autres films qu'il avait réalisés. Je répète, en 2000, Four Letter Words. En 2004, Take Out, qu'il co-réalise avec Tsu Ching, qui est le comédien principal de ce film. En 2008, il y a Prince of Broadway. En 2012, il y a Starlet. Et puis en 2024, il y a Nora. Une dernière question. Je rappelle que je suis avec Grégoire Benoît Grandmaison, qui est directeur de publication de Tsunami, la revue de Tsunami. Et le lien du site est dans le descriptif de la vidéo. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse c'est avec Nicolas, vous deux, qui avez interviewé Audrey Diwan, et qui Oui. est l'un des événements de cette année en termes de critique de cinéma, parce qu'une interview, c'est une critique de cinéma pour moi. Et je voulais quand même te dire bravo, 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 parce que j'ai jamais lu un entretien comme ça de ma vie. Bah, C'est l'entretien que je rêvais de faire. C'est juste extraordinaire. Je l'ai dit sur Twitter et je te le dis de vive voix. bah, Je l'ai dit aussi à merci, ça me Nicolas. fait plaisir. C'est impressionnant ce qui se passe dans cet entretien. Non, Il mais y a Sixième Sens avec la fin de Shyamalan, et il y a un moment où Audrey Diwan dit un truc. On est comme, qu'est-ce qui non, mais oui, non, c'est. Non, mais si Non, tu mais veux, voilà, non, mais on va non, mais fermer si la tu veux, on parenthèse. peut en parler 5 minutes. Moi, ça me dérange Mais pas. vas-y, je t'en prie. Non, mais en fait, moi, je pense que c'est. Déjà, je pense que c'est autant à mettre à notre crédit qu'à mettre au crédit d'Audrey. Ah Bon, ben, moi, je c'est ce l'appelle que je Audrey parce dis. qu'on est meilleurs potes maintenant. Bah, je comprends, mais c'est ce que c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi, enfin pas d'expliquer, mais de faire comprendre, c'est que elle est juste Oui, mais incroyable, elle est rien à dire. je pense qu'on est arrivé au bon moment, en fait. Je Oui, pense qu'on est arrivé au bon moment parce qu'on arrivait un peu vers la fin de l'exploitation d'Emmanuel. Je pense que ça avait été assez dur pour elle de tenir une promotion de ce film sur lequel elle pouvait absolument rien dire de négatif, alors que je pense qu'elle en pensait quand même des choses, ou en tout cas, je pense qu'elle n'était pas contente d'elle avec ce film et qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser transparaître qu'elle n'était pas contente d'elle par fidélité aux différents partenaires qui l'ont accompagnée dans ce film. Et je pense qu'on est arrivé à un moment donné où elle était un peu libérée de ce poids-là. Je pense qu'elle avait un peu envie de passer à autre chose. Et je pense qu'en voulant solder Emmanuel, elle en est venue à solder plus de choses. Et que, en fait, c'est avec nous qu'elle les a soldées, ces choses-là. Et je pense que ça a en partie trait au fait que on est Tsunami et qu'on est jeune et qu'on n'est pas un truc hyper institué. Et que je pense que le fait qu'on n'était pas tellement institué la protégeait et protégeait sa parole. Du fait oui, que mais c'était attends, pas les cahiers du cinéma, tu vois? Non, mais ça la protégeait un petit peu. Ou tu vois, ça la protégeait pas forcément au moment où on allait sortir l'entretien, mais ça la protégeait au moment où elle discutait avec nous. Tu vois, elle oui, discutait oui, pas voilà, avec mais les cahiers du cinéma. elle Elle savait discutait exactement, avec oui. 2 jeunes cinéphiles qui sont trop contents de lui parler d'Emmanuel et de lui dire: «Bah ouais, nous, on n'est pas forcément convaincus» et je pense que cet enthousiasme-là était communicatif pendant la discussion et ça, c'est des choses sur lesquelles on revient dans l'édito de notre prochain numéro, qui sort dans 4 jours. Voilà, Oui, et donc puis surtout 2 choses, et puis on revient à Nora pour la dernière question, oui, mais parce que voilà, mais j'aime bien, c'est génial ces digressions-là, c'est que vous avez quand même en face de vous une cinéaste qui, si j'ai compris, hein, si c'est pas une légende, vous a vu votre émission oui, bah sur oui, non mais oui, c'est attendez, ça. elle est sur Twitch, Mais et donc elle voit ça, Nicolas elle était voit pas 2. sympa avec son film, hein. Et voilà, et donc elle dit: «Bon, bah, toc, 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 on va discuter», et puis la suite, Bah, et elle est si vous écrite, la n'avez pas suite. eu l'entretien, voilà, il faut lire l'entretien parce que c'est très intéressant. Allez, je referme cette parenthèse, mais en tout cas, bravo. Oui, la dernière question, je m'en souviens plus. Si, je m'en souviens de la dernière question. Maintenant, avec le recul, vraiment là, pour le coup, est-ce que, quelle serait
tu y réponds un peu, là, ça fait 45 minutes que tu y réponds et tu en parles même un peu dans le texte. D'ailleurs, même, tu dis, parce que je dis souvent et tu en parles un peu et je ne donne pas d'exemple. Voilà, quand je ne dis pas de bêtises. Désolé, c'est si tu parles du fait, toujours, tu reviens toujours au. Alors, attends. Si tu Oui. veux, je peux parler, parce que j'ai un truc qui me vient en tête. Donc, si tu veux, Non, je non, peux mais c'est parler ça. pendant que tu cherches. Non, mais non, vas-y, mais j'ai trouvé. Mais Non, vas-y, non, vas-y. juste, je pensais au fait que, parce que j'ai l'impression que ta question j'ai l'impression que ta question c'était, lequel tu préfères finalement. Non, pas du tout. Ah, ok. Non, pas du tout. Non. Non, Non, parce non, que j'allais dire que, par exemple, Starlet, je pense que j'en suis revenu. Je suis revenu de mon plaisir devant Starlet pour les mêmes raisons que je suis revenu de mon plaisir devant Anora. C'est-à-dire que, alors, pas vraiment, parce que Anora, j'étais pas à fond, et finalement, à la fin, j'étais à fond, et Starlet, j'étais j'étais à fond de A à Z. Mais en fait, les deux fins ont ce côté la bonne note. Et je pense que avec du recul, je trouve Starlet peut-être moins. Enfin, moi, je l'aime moins à cet égard, quoi. Je trouve que dans Starlet, il y a un côté, regardez la fin, clin d'œil. En fait, j'ai l'impression qu'il nous fait un peu un clin d'œil à la fin, d'une certaine manière. Tangerine, est-ce que Tangerine, c'est une rupture? Voilà, c'est là où je voulais en venir. Oui. Maintenant qu'on a vu les 4 premiers, et ensuite on a découvert et on connaît les 4 prochains. Enfin, je veux dire, voilà. Est-ce que Tangerine est une rupture? Moi, je pense que c'est pas une rupture, dans la mesure où si c'était pas le premier qu'on avait découvert et s'il avait continué à être l'illustre inconnu qu'il était après Tangerine, en fait, on aurait fait la rupture à The Florida Project. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une rupture naturelle qu'on fait parce que les films sont sortis de cette manière. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons qui expliquent le succès de Tangerine qui ont attrait notamment au marketing de l'avoir tourné à l'iPhone, et puis qui ont trait aux thématiques et aux personnes qu'il montre dans ses films, qui sont très Sundance compatibles. Je ne sais plus si le film était sélectionné à Sundance, mais faudrait vérifier où est-ce qu'il. Attends, je regarde. Tangerine Festival. Tangerine film. On se croirait dans un live dans un live Tsunami. Ils sont comme ça. Hein, voilà, Sundance voilà, en 2015. Ils se foutent royalement de celles et ceux qui les regardent. Ils sont en train de chercher. Pendant ce temps-là, on les regarde et on aime ça. Donc, Sundance 2015. Donc, tu vois, en fait, genre, je pense que ce film-là marque une rupture parce que on a dit que c'était là que ça marquait la rupture. Mais esthétiquement, pour moi, la rupture peut-être commence plutôt à se faire avec Florida Project, parce que c'est là qu'on a la première apparition d'un acteur très connu chez Sean Baker. Et puis, c'est là qu'on a l'apparition aussi quand même, alors je ne sais plus si c'est de la pellicule Florida Project, il faudrait vérifier, mais c'est là qu'on a affaire à des, entre guillemets, des vraies caméras de cinéma. Four Letter Words mis à part, qui est vraiment un ovni qu'il a fait à 22 ans. Quoi. Et moi, je mettrais plus la rupture à Florida Project. Et voire même, j'irais même jusqu'à dire que peut-être la rupture commence à partir de Red Rocket, puisque c'est à partir de Red Rocket qu'il est sélectionné au Festival de Cannes. Et je pense que, en fait, moi, je dirais que la vraie rupture, et on le verra dans deux, trois de ces films, la rupture, elle intervient à Red Rocket, sélection au Festival de Cannes. Et à partir de là, Sean Baker entre dans une nouvelle ère de cinéaste. Alors, c'est encore trop tôt pour dire exactement laquelle. Peut-être que je me trompe et qu'il ne va pas faire que des films avec des stars, ou que sans doute il refera des films avec des stars qui seront moins avec l'idée de la note juste comme il faut. Mais j'ai quand même l'impression que Sean Baker va de moins en moins nous surprendre. Mais, ou en tout cas, enfin, je ne sais pas. Non, je m'avance. Non, en fait, non, j'ai envie de croire que je vais continuer à être surpris par Sean Baker, parce que c'est quand même un gars assez brillant et il n'y a qu'à lire des entretiens avec lui pour s'en convaincre. Allez, on met 3 points de suspension. C'était Grégoire Benoît Grandmaison qui était venu nous parler un peu de tout ça, hein, Sean Baker, Anora, des 4 premiers véritables films qui sont sortis aux alentours du 24
4 octobre, si je suis fort en calcul. Certainement, les films vont sortir en DVD Blu-ray ainsi qu'un Aura, donc cette émission restera intemporelle. Merci beaucoup, Grégoire, de la revue de Tsunami, d'être venu. Et au moment où on se parle, normalement, quand l'émission sera publiée, je crois que le dernier Tsunami sera disponible. Eh ben voilà, bah, tu pourras même mettre le lien de Tsunami 15. Ouais. 15 et je vous donne la primeur du thème. Voilà, c'est exclu. Enfin, du coup, je le donne qu'à toi parce que c'est vrai que chronologiquement, les gens l'auront déjà. Mais... Bah oui. Bref, on va faire un film sur le thème Plouf. Je te laissais faire. Je disais, bon, il n'a pas compris, je crois, le côté. Mais bon, écoute. C'est pas grave. Ah, voilà, ce sera sur le thème Plouf. Et voilà, et c'est très intéressant. Il y a notamment 2 entretiens. Ouais. Il y a un entretien avec Saïd Amish, qui est le réalisateur de La mer au loin. Il sort un film en février. C'est un excellent mélodrame, comme on voit assez peu au cinéma en France, et même produit en France. Donc franchement, allez-y. Allez-y, c'est pas parce que je bosse pour le distributeur que je dis ça. Je pense que j'ai assez prouvé que... bref, peu importe. Et un autre entretien d'un cinéaste dont je me souviens plus le nom, mais parce que mon cerveau commence à surchauffer au bout de 50 minutes. Mais attends, tu me laisses 3 secondes? Vas-y, c'est bon, on a 3 secondes. On n'est pas aux pièces chez Microciné. Mais voilà, 3 secondes. Tu as 3 secondes. Mais après, tu sais, je pense qu'ils auront déjà cliqué sur le lien Tsunami qui seront mis à disposition. Ah, mais attends, je l'ai là. Alors... Et on a un entretien avec Pablo Agüero, le réalisateur de Syntex, qui avait aussi réalisé Les Sorcières d'Aquelar. Et Syntex, c'est vraiment un film hyper intéressant à plus d'un titre, et notamment pour la technique d'effets spéciaux qu'il utilise. Voilà, il détaille cette technique-là dans l'entretien, et je vous encourage à la fois à lire l'entretien et aussi à aller découvrir le résultat en salle, sachant qu'il a dit qu'il valait mieux aller voir le film dans des salles qui projettent en Onyx, je ne sais plus. C'est dans l'entretien. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo, ainsi que le lien qui renvoie à l'article, très beau papier de Grégoire Benoît Grandmaison pour Tsunami sur le film Anora. Voilà, il y a pas mal de choses à dire, à lire, et c'était un plaisir en tout cas de t'écouter. Et je mets 3 points de suspension. Tu reviens donc quand tu veux, c'est-à-dire à partir de 2027, si tout se passe bien. Voilà. Si tout se passe bien. Merci. Si tout se passe bien. Merci à toi, Grégoire. À dans 2027, tout le monde, merci. À dans 2027. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.